d'être présent à ce webinaire, aujourd'hui. Donc, en plus aujourd'hui, eh bien, c'est la journée mondiale, sur l'eau. Heu, ce séminaire se tient dans ce cadre-là. C'est un webinaire de la FR Buanvis, qui participe à, la semaine de l'eau, qui est organisée par l'école universitaire H2O Lyon et par, l'école urbaine de Lyon. C'est un webinaire qui est aussi organisé en collaboration avec la zone atelier Bassin du Rhône et Sophie Covy va nous parler, eh bien, du devenir de la biodiversité des rivières alpines en lien avec le recul des glaciers. Sophie est éco-hydrologue, elle est chargée de recherche à l'INRAE dans l'unité Riverly. Et elle s'intéresse, entre autres, à l'effet du retrait des glaciers sur la biodiversité alpine, ainsi qu'aux impacts des modifications des débits des rivières alpines sur les communautés aquatiques. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir accepté de faire ce webinaire. Et eh bien, je te laisse la parole. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour m'avoir proposé de participer à ce séminaire et merci Laurent pour cette présentation. Alors effectivement, la prochaine heure, on va parler de la biodiversité des rivières alpines et on va s'intéresser plus particulièrement à l'effet de la fonte des glaciers sur ces écosystèmes aquatiques d'eau douce. Alors, Alors, on va commencer par les glaciers. Comme vous pouvez l'observer sur cette carte, à part la calotte du Groenland et la calotte de l'Antarctique, on peut observer ici, sur tous les points orange, la distribution des glaciers dans le monde. Et on trouve des glaciers, comme vous pouvez le constater, à toutes les latitudes, aussi bien dans la zone tropicale. J'espère que vous voyez ma souris qui bouge. Sinon, Laurent, je veux bien que tu me fasses un petit signe. Et donc on retrouve des glaciers dans la zone tropicale. Alors 99% des glaciers tropicaux sont en Amérique du Sud, mais on en a quand même encore 3, plus pour très longtemps, en Afrique et un en Asie. Et dans ce cas-là, on a plutôt des petits glaciers qui sont à ces très très hautes altitudes, au-dessus du Mont Blanc. Là, la limite de la glace, c'est au-dessus de 4800 mètres. Dans les zones tempérées, on a par exemple le Mont Blanc, avec des langues glaciaires encore assez conséquentes. Et au plus on s'approche des pôles, au plus on va pouvoir retrouver des langues glaciaires qui arrivent jusqu'au niveau de la mer. Alors encore une fois, si on enlève la calotte du Groenland et la calotte de l'Antarctique, on a en gros plus de 215 000 glaciers. Ça correspond à 705 000 km² et un équivalent en niveau de hauteur de mer de 0,25 mètres, si tous ces glaciers venaient à fondre. Alors, je pense que je vais rien vous apprendre en vous disant que ces glaciers sont en train de fondre et qu'il y a un retrait glaciaire conséquent. Et ce, depuis en fait la fin du petit âge glaciaire, c'est-à-dire à la fin du Moyen Âge, on est environ en 1650-1750 selon les différentes régions dans le monde. On a eu une période en fait de refroidissement où à cette époque, les habitants des vallées proches des glaciers avaient plutôt une peur de ces gros glaciers. Et ça, c'est identifié notamment avec des processions qui ont lieu, des prières qui ont lieu pour, en espoir en fait de demander un recul de ces glaciers-là. Donc, dans les années 1650-1750, on a eu un petit âge glaciaire avec un pic à ce niveau-là, et depuis, on a vraiment un retrait, une diminution de la superficie des glaciers et du volume de glace. Donc là, vous avez sur ce graphique un exemple de glaciers, de plusieurs glaciers en Bolivie. Donc on voit que la superficie diminue, et ce qui est notable notamment, c'est qu'il y a une accélération à partir des années, enfin depuis les années 50, qui est clairement liée aux émissions de gaz à effet de serre de nos activités humaines. Donc là, voici la même carte que tout à l'heure avec la distribution des glaciers, mais cette fois-ci, on peut voir en fonction des différentes régions du globe le retrait des glaciers depuis les années 2000. Donc ce qui est assez clair ici, c'est malgré la disparité des vitesses de fonte de glace, on a quand même globalement une perte de masse glaciaire dans le monde entier. Et d'après le dernier rapport du GIEC, donc du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, on a depuis les 20 dernières années en fait une perte de masse
qui est d'environ, en moyenne, disons, 266 gigatonnes de glace par an. Et ça va continuer. Alors, dans cette figure aussi, on observe la distribution d'environ 9% des glaciers dans le monde. Et la particularité de ces glaciers-là, c'est qu'ils sont en fait dans des zones qui sont protégées par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, malgré tout, ils fondent quand même. Et là, vous pouvez observer donc, les modèles qui ont été réalisés par les glaciologues à différents scénarios d'émissions différents scénarios d'émissions de gaz, et on voit que bah, dans tous les cas, on a une diminution drastique des volumes de glaciers. Alors, ça résonne un peu, je ne sais pas si c'est ma faute. Et si on reprend les glaciers, tous les glaciers, à part encore une fois notre calotte antarctique et notre calotte du Groenland, eh ben, on peut voir, d'après les modèles qui ont été réalisés par les glaciologues, du dernier rapport du GIEC, qu'il y a une estimation de 18 à 36% total de la masse de glaciaire qui va disparaître d'ici 2100. Cette réduction finalement des glaciers, ça va engendrer, comme vous pouvez imaginer, l'extinction des glaciers, en tout cas des petits glaciers. C'est déjà le cas actuellement. On a chaque année des glaciers qui disparaissent. Donc, vous avez ici l'exemple de Sarenne, en France, à côté de l'Alpe d'Huez. Donc, ce sont deux photos de 100 ans d'écart, et comme vous pouvez le constater, on a vraiment une diminution drastique du volume et de l'épaisseur de glace. Là, vous pouvez voir en 2016 les tout petits bouts de glacier qui restaient. Et en fait, cette superficie, elle est déjà divisée par 5 depuis 2016. Et donc, autant à la fin du Moyen-Âge, on avait des processions pour espérer une diminution de cette avancée glaciaire, et autant maintenant, on a d'autres types de commémorations, par exemple ici en Islande, sur la disparition d'un glacier récemment. Alors, ce qui va nous intéresser dans cette présentation, pendant cette heure, c'est vraiment quel va être l'effet du retrait du glacier sur les écosystèmes qui sont à l'aval. Et on va s'intéresser plus particulièrement aux écosystèmes aquatiques et encore plus particulièrement aux rivières en réalité. Alors, trois effets. D'abord, l'influence glaciaire. Effectivement, la fonte du glacier, en fait, ça engendre, le glacier, l'influence glaciaire, ça engendre des habitats qui sont assez spécifiques. On va voir tout à l'heure en quoi. La disponibilité en eau, c'est simplement un réservoir d'eau. Et enfin, quand le glacier se retire, on a des nouveaux habitats, aussi bien terrestres que aquatiques, qui se créent. Alors, voici la première partie, côté caractérisation environnementale. Je vous présente la rivière glaciaire qui sort du glacier de Saint-Sorlin, dans les Alpes. Comme vous pouvez le constater, c'est une rivière très très turbide. Donc ça, c'est vraiment une des particularités des rivières glaciaires. On a une très très forte concentration de sédiments en suspension, qui est en réalité de la farine glaciaire. Les températures sont évidemment, bien sûr, très faibles. On a une conductivité qui est faible, une stabilité du substrat également faible. En effet, on a en réalité des variabilités de débit qui sont assez conséquentes et qui remobilisent ce substrat, surtout pendant la période de fonte, donc l'été pendant les Alpes. Et donc, comme je viens de le dire, ces rivières glaciaires, elles sont vraiment caractérisées par un régime hydrologique particulier. On a une augmentation du débit journalier l'été, pendant la fonte de la glace, et pendant cette période, pendant la période d'ablation de la glace, donc c'est-à-dire seulement l'été, par exemple dans les Alpes, mais toute l'année en Équateur, on va avoir des variabilités journalières de débit qui sont liées à la fonte journalière de la glace. Donc plutôt des conditions qui paraissent assez dures et très variables. Le deuxième point, c'est la disponibilité en eau. Alors là, on a un graphique théorique qui nous montre qu'avec la réduction du glacier, du volume du glacier, on espère d'abord, on observe une augmentation du débit des eaux de fonte jusqu'à un certain seuil, à partir de laquelle le débit de fonte glaciaire va diminuer jusqu'à ce que le glacier disparaisse. Et ça, c'est également vrai si on regarde le débit en particulier pendant la saison sèche, c'est-à-dire l'été. Si on regarde maintenant des données, donc ici, vous pouvez observer finalement les fluctuations de débit à Salanches. Donc là, on est dans un bassin versant très, très, très englacé, avec notamment la mer de glace
au-dessus, eh ben, on peut observer qu'on est en train, dans les années là, entre 2010 et 2030, donc maintenant, eh ben, on a commencé à atteindre ce pic et qu'à partir de maintenant, on va avoir une diminution du débit d'eau d'eau de fonte glaciaire. Et donc une diminution, en tout cas dans ces cas-là, on a vraiment une très forte contribution du glacier au débit. Donc on va observer une diminution du débit de la rivière. Et le dernier point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'apparition de nouveaux habitats. Alors là, comme vous pouvez le constater sur les deux photos, c'est très simple. En 30 ans, on a l'apparition d'un lac et on a l'apparition de zones terrestres quand même assez conséquentes. Une petite rivière aussi. Donc cet aspect-là, je ne vais pas vraiment le développer pendant cette présentation, mais c'est important de le garder en tête. Donc la première chose qu'on va regarder, on va s'intéresser, c'est finalement quel est l'effet de cette influence glaciaire sur les écosystèmes aquatiques, sur les communautés aquatiques. On va s'intéresser d'abord à la rivière glaciaire et ensuite au bassin versant, à une échelle un peu plus large au niveau spatial. Alors, en ce qui concerne la rivière glaciaire, le premier chercheur qui a réellement travaillé sur cette thématique et qui est assez connu pour ça, c'est Alexander Milner. Il a travaillé il y a plus de 30 ans sur les communautés d'invertébrés qui trouvaient dans ces rivières glaciaires. Donc, en règle générale, plus particulièrement des larves d'insectes en réalité. Et il a étudié quel était le patron longitudinal depuis la sortie du glacier jusqu'à des zones plus en aval. Et ce qu'il a observé, c'est que globalement, on avait une augmentation de la densité et de la richesse de ces invertébrés aquatiques au fur et à mesure qu'on s'éloignait du glacier. Alors, il a créé une sorte de modèle conceptuel où il explique que cette augmentation de densité et de richesse d'invertébrés avec au fur et à mesure des nouveaux taxons, des nouvelles espèces qui apparaissent dans la communauté est liée d'une part à des faibles températures et d'autre part à la faible stabilité du substrat dans les rivières. Alors, ce modèle, il a été repris par plein de chercheurs. Ils ont tous testé dans les Alpes, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, s'ils retrouvaient ce patron. Et en tout cas, ces chercheurs-là, et pour les invertébrés aquatiques, retrouvaient toujours ce patron de augmentation de densité et de richesse avec l'influence glaciaire. Donc, au plus on s'éloigne, au plus les conditions semblent un peu moins dures, et donc au plus on va retrouver une communauté riche. Alors, récemment, on s'est posé la question de est-ce qu'on retrouve réellement tout le temps cette relation et pour tout type de taxon. Donc, on a réalisé une méta-analyse. Alors, si on tape, en tout cas avant 2019, sur Web of Science, en gros, glacier, biodiversité, on tombe sur plus de 1500 articles. On en a sélectionné seulement 600 qui étaient vraiment des articles d'études écologiques qui traitaient d'observation spatiale. Et au final, on a sélectionné 230 papiers. Alors, pas que sur les rivières glaciaires, on s'est aussi intéressé aux zones terrestres et aux fjords, mais aujourd'hui, je vais vous parler seulement des rivières glaciaires. En tout cas, on s'est intéressé à récupérer toutes les données qui existaient dans le monde sur comment évolue ce patron de biodiversité avec la distance au glacier. Alors, voici ce qu'on a trouvé. On a ici, pour les rivières glaciaires, l'effet de la distance au glacier sur les densités de divers organismes. Donc, on a chaque point ici qui correspond à un groupe taxonomique qui a été étudié et à sa réponse à l'influence glaciaire. Donc, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est une relation de ce type. On a une augmentation de la densité de ce taxon au fur et à mesure qu'on s'éloigne du glacier. En réalité, ce n'est pas quand c'est rouge, c'est quand c'est positif. Et quand c'est négatif, c'est le contraire. On a une densité plus forte proche du glacier. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, on a en gros 500 relations, c'est que il est vrai que globalement, on a un effet positif de la distance du glacier. Au plus on s'éloigne, au plus on va avoir une augmentation de biomasse. Néanmoins, on observe une hétérogénéité. Ça, c'est le premier point qui est important. Et il y a quand même, pour certaines espèces, un effet positif de cette très très forte influence glaciaire. Donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qui expliquait cette hétérogénéité. La latitude ou l'altitude
Et en réalité, on ne voit pas d'effet significatif, comme vous pouvez constater sur ces deux graphes. On s'est posé la question de si c'était les mêmes processus, ou en tout cas, est-ce qu'on retrouvait cette relation pour tout type d'organisme. Alors, on a fait un test par groupe taxonomique. Et en tout cas, pour les rivières glaciaires, on n'a pas trouvé d'effet significatif. Néanmoins, on observe que selon les espèces qui sont étudiées, il y en a quelques-unes qui sont effectivement inféodées aux rivières glaciaires. Et malgré ce patron général de richesse qui augmente avec la distance du glacier, on a certaines espèces qui en fait sont spécifiques. Ce sont généralement des espèces qui sont assez résistantes, bien sûr, au froid et aux variabilités temporelles de débit. Et bien ces espèces-là, elles sont plutôt inféodées au système glaciaire. On retrouve donc vraiment un gradient longitudinal depuis la sortie du glacier jusqu'aux zones aval, avec toute une distribution d'espèces et en règle générale proche du glacier. Donc en ce qui concerne les invertébrés aquatiques, on a surtout des diptères, notamment des dialésinés, qui sont des petites larves d'insectes, et les insectes sont très légers. Et généralement, c'est vrai que les espèces qu'on trouve proches des glaciers, c'est des espèces qui sont très résistantes, mais c'est aussi qui sont très facilement dispersées, notamment par le vent de manière passive, parce que c'est des adultes qui sont vraiment très très légers. Donc ça, c'était pour la partie focalisée sur les rivières glaciaires. Maintenant, si on zoome, ou on dézoome plutôt, on se place au niveau du bassin versant. Là, notre question, c'est en quoi l'influence glaciaire structure ou pas notre communauté à l'échelle du bassin versant. Alors voici un bassin versant alpin, avec un glacier, encore une fois Saint-Sorlin. En fait, quand on regarde ce bassin versant, on observe une mosaïque d'habitat environnemental. Et en réalité, chaque petite section de rivière va être assez spécifique. Et les conditions environnementales, elles vont être liées d'une part à la source de l'eau. Est-ce que c'est une rivière glaciaire? Est-ce que c'est de la fonte de neige? Est-ce que c'est une source? Est-ce que c'est de la pluie? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Et on a en plus des caractéristiques liées géographiques, disons, qui sont liées à la pente, et puis aussi, comme vous pouvez le constater là sur les photos, en fonction de l'altitude, on a ici aucun apport, ou très très peu en tout cas, de matière organique des zones ripariennes par rapport au fond de vallée, où là on est sous une forêt. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que réellement, les bassins versants alpins, d'autant plus s'ils sont sous influence glaciaire, présentent des conditions environnementales très 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 hétérogène. Et vous pouvez le constater encore une fois ici sur ces photos où on a d'un côté une influence glaciaire, de l'autre côté une influence d'autres sources. Et en aval, on a encore un troisième habitat qui est la résultante des deux affluents. Alors, notre question, c'était en quoi finalement cette hétérogénéité environnementale, elle structurait ou pas nos communautés d'invertébrés dans les rivières. Alors, ici, je vais vous présenter une étude qu'a réalisée Juliette Becquet, qui est actuellement en thèse et qui va d'ailleurs faire une petite présentation demain pour présenter le sujet de sa thèse, si vous voulez l'écouter demain à 11 heures. Et pendant sa thèse, donc, on a étudié 3 bassins versants en France, dans les Alpes, donc l'Arve, l'Avanoise, l'Arvan. L'Arve, ici, encore une fois, c'est le bassin versant le plus englacié en France. On a plus de 30% du bassin versant qui est recouvert par les glaciers. Et donc, dans ces 3 bassins versants, on a identifié 66 sites pour lesquels on a fait des mesures. D'une part, à l'échelle de la section de la rivière. On a fait des mesures, des caractérisations physico-chimiques. On a également calculé, ou en tout cas caractérisé, le régime hydrologique de tous ces points grâce à des modélisations effectuées avec le modèle J2000. Puis ensuite, à l'échelle du microhabitat, donc dans ma section de rivière, on a choisi 5 au hasard, 5 micro-habitats, et dans laquelle on a fait des mesures de vitesse, hauteur d'eau et taille de substrat, et enfin on a échantillonné les invertébrés. Donc vraiment, l'objectif ici, c'était d'identifier en quoi les conditions physico-chimiques, hydrologiques et hydrolytiques structuraient la communauté d'invertébrés, et si l'influence glaciaire avait un effet ou pas sur cette structure. Alors,
Ce qu'on peut observer ici sur ce graphique, c'est chaque couleur représente un type de rivière. On a en bleu les rivières glaciaires. En bleu foncé, c'est les rivières avec très forte influence glaciaire. En orange, enfin marron, vert, c'est les eaux de source. Et au milieu, on a des mélanges avec un régime niveau plus faible, mais pas d'influence glaciaire. Et sur ce côté-là, on a la même chose, mais cette fois-ci avec une représentation pour les invertébrés. Et ce qu'on peut observer sur cette coénertie, c'est qu'on a réellement une, une variabilité des conditions environnementales qui sont liées en partie à cette influence glaciaire. Et il en est de même pour les invertébrés. On a vraiment des communautés d'invertébrés qui sont liées et spécifiques à cette influence glaciaire. Et cette analyse de coénertie nous permet d'identifier qu'il y a une costructure entre les conditions environnementales, c'est-à-dire physico-chimiques, hydrauliques et hydrologiques, et la structure des assemblages d'invertébrés dans nos différents sites. Alors, globalement, on a identifié dans ces 66 sites 187 taxons et on en avait une quarantaine, disons, qui sont dominants. Alors, parmi ces 40 dominants, Juliette a pu réaliser un modèle sur la moitié dans lequel elle s'est intéressée à la densité de ces différents taxons en fonction des conditions environnementales, pour pouvoir identifier quel est le paramètre qui aura le plus d'effet. Alors là, vous avez un exemple pour 3 taxons différents. Et en réalité, ce qu'on remarque, c'est que parmi tous nos modèles, il y en a au moins 83% qui sont impactés de manière significative avec, par la turbidité. Sauf, en tout cas pas sauf, mais il y en a 2 qui ne sont pas impactés, Diamessiné. Et Diamessiné, c'est justement un des invertébrés qu'on retrouve surtout à la sortie des glaciers. Pourquoi ils sont impactés par la turbidité? Alors, vous avez l'exemple ici de la famille des Similidés. En fait, cette famille-là, ce sont des invertébrés qui filtrent l'eau pour se nourrir. Et on peut imaginer qu'en fait, les appareils filtrants seraient complètement colmatés par tous les sédiments en suspension. Deuxième point, on trouve qu'il y a 43% des différents modèles qui sont impactés, généralement de manière négative, par la valeur du débit pendant l'été, sauf encore une fois Diamessiné, mais on se rappelle que c'était un des organismes qui aimait bien les conditions glaciaires. Et enfin, on trouve encore une fois un effet significatif de la température. Donc, comme Milner, on trouve que c'est un des paramètres qui structurent bien notre communauté. Alors, on a fait une étude un petit peu similaire, mais cette fois-ci dans les Andes tropicales. Donc là, c'est à l'Antisana, en Équateur. Cette fois-ci, il y a un seul bassin versant, mais par contre, on a 51 sites. Et on s'est intéressé, encore une fois, à quel point l'influence glaciaire est structurée l'assemblage de mes communautés sur les 51 sections de rivières. On a donc fait des mesures environnementales, on a également fait des échantillonnages d'invertébrés, sauf que cette fois-ci, on a également calculé les distances entre tous les sites pour identifier s'il y avait aussi un effet de limitation de dispersion ou pas qui structurait tout notre assemblage de communautés. Alors, on a fait des calculs de distance euclidienne, comme si les organismes étaient capables d'aller d'un site à l'autre en volant. Alors, ça tombe bien parce que c'est des insectes et du coup, les adultes volent. Pour une certaine partie, et on n'avait pas que des insectes dans cette communauté. On a également calculé les distances entre les sites en passant le long de la rivière, en prenant en compte seulement la distance géographique et les différences d'altitude. Et la dernière distance qu'on a calculée, c'est les différences d'influence glaciaire entre les poids, en mettant plus de poids sur les zones avec une forte influence glaciaire. Ce qu'on a obtenu, finalement, ici, c'est la part de la variation de la communauté entre tous mes sites qui était expliquée seulement par les conditions environnementales, ici, les conditions environnementales liées à l'influence glaciaire, mais aussi les distances euclidiennes. Ici, on a regardé, les distances
euclidienne et aussi le long de la rivière, mais en prenant en compte la géographie. Ici, en prenant en compte l'altitude. Et ici, en prenant en compte un poids, en fait, comme si on mettait une rugosité, finalement, à l'influence glaciaire. Donc, ce qu'on observe ici, c'est qu'on a bien les conditions environnementales qui sont liées à l'influence glaciaire, qui structurent le plus notre communauté, mais que néanmoins, la dispersion était un processus limitant. Et que si les sites étaient plus proches, que ce soit géographiquement que à différentes altitudes, ben on retrouvait des communautés qui étaient plus proches, que ce soit par voie aérienne ou par voie aquatique. C'est-à-dire qu'on a vraiment identifié qu'il y avait une limitation de la dispersion pour les invertébrés volants dont les adultes volaient et pour les invertébrés strictement aquatiques. Et le dernier point qui est en fait assez intéressant, c'est de voir qu'il y avait aussi une limitation qui était liée à l'influence glaciaire dans les rivières. C'est-à-dire que, pour faire simple, pour un organisme strictement aquatique, si je suis dans une autre source et que je dois aller dans une autre source et que je dois traverser une rivière glaciaire, eh ben, j'y arrive pas forcément si je ne suis pas adapté à ces conditions d'influence glaciaire. Donc finalement, la contribution du glacier au sein du bassin versant, non seulement elle structure ma communauté parce que c'est un filtre environnemental, mais en plus, elle peut limiter la dispersion des organismes aquatiques qui sont plutôt généralistes et non adaptés à cette influence glaciaire. Ça, c'était pour la partie effet de l'influence glaciaire sur les communautés aquatiques. Maintenant, on va s'intéresser finalement à cet apport en eau que constitue le glacier. Alors, la première chose, on retourne en Équateur et voici ici une expérience de réduction du débit d'une rivière glaciaire. Elle a duré 4 ans, cette expérience. 1 an, aucun changement. Puis, on a construit un petit barrage où on a dévié environ 30% du débit pendant 1 an. Puis, on a détruit notre petit barrage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré à l'amont du barrage et dans ce tronçon court-circuité les communautés. Et on a également fait des mesures physico-chimiques. Ici, ce qu'on observe, c'est la dissimilitude entre ma communauté en amont et ma communauté sur le tronçon court-circuité. En bleu, c'est quand il n'y avait pas encore de changement de débit. Donc on a des valeurs très très faibles de dissimilitude, donc c'est logique, on est quand même sur le même tronçon de rivière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, très vite après la réduction de mon débit, on observe déjà un changement de communauté. Et ce changement de communauté, il est caractérisé en fait par une augmentation de la densité des herbivores dans notre communauté ici, sur le tronçon court-circuité. Et on a identifié également que cette augmentation de densité de biomasse d'herbivores était liée aussi à une augmentation d'algues, de biomasse d'algues pendant cette période-là. Et ensuite, une fois qu'on avait remis en eau, ce qu'on remarque aussi, c'est que là, il y a besoin de plus de 14 mois pour récupérer les conditions initiales de notre communauté. Le deuxième type d'études qu'on réalise, donc après ces études temporelles, on réalise aussi des études spatiales assez fines à l'échelle du micro-habitat. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette rivière ici, cette section de rivière, on observe qu'il y a en réalité toute une variabilité de micro-habitats avec des zones assez calmes, des zones avec un courant un peu plus développé, disons, toute une variabilité aussi de taille de substrat. Et en réalité, ces distributions d'habitats hydrauliques, elles changent avec le débit. Donc, on va avoir globalement une augmentation de la valeur de ces habitats hydrauliques, que ce soit vitesse ou hauteur d'eau, par exemple, avec le débit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré tout, on peut avoir des fois, alors ça dépend bien sûr de la section des rivières, mais à des forts débits, des sections qui restent assez calmes. Et alors, ce changement de distribution ou de proportion de valeur d'habitat en fonction des débits, il a été quantifié par Nicolas Lamourou il y a plusieurs années, où à partir de données empiriques, ils ont proposé des équations qui permettaient de calculer finalement les changements de fréquence de ces habitats en fonction de changements de débit.
Et ça va nous permettre de pouvoir identifier quel va être finalement l'habitat disponible pour nos organismes en fonction du débit. Donc en parallèle de ça, on s'intéresse à est-ce que nos organismes, ils ont des préférences hydrauliques? Est-ce qu'ils préfèrent être à l'échelle d'une section d'une rivière, plutôt dans des habitats avec des vitesses élevées ou le contraire? Donc pour ça, on a pris 6 sections de rivière, on a fait 30 mesures de micro-habitats. On a mesuré, caractérisé en fait les conditions hydrauliques en utilisant la vitesse, la hauteur d'eau et puis aussi des hémisphères ici qui permettent en fait, qui sont un proxy de la contrainte au fond. Et à chacun de ces habitats, on a aussi échantillonné les invertébrés. Et l'objectif là, c'est d'identifier est-ce qu'on a des invertébrés aquatiques qui ont des préférences de fort ou de faible valeur d'habitat hydraulique. Alors, encore une fois, pour la thèse de Juliette, parmi nos 40 invertébrés dominants, elle a réalisé une vingtaine de modèles et la moitié répondait de manière significative à l'hydraulique et une bonne dizaine répondait de manière positive. C'est-à-dire que comme pour Bethis alpinus ici, qui est un organisme que l'on retrouve dans les rivières glaciaires et les rivières alpines, surtout les rivières alpines d'ailleurs, on observe une préférence en fait de cet organisme pour les habitats avec les vitesses les plus fortes. Donc on a bien dans notre système finalement des préférences, des organismes qui ont des préférences hydrauliques et qui restent éventuellement d'être impactés par des changements de débit. Alors voilà, justement, finalement là, on vient de voir globalement quels étaient les effets de l'influence glaciaire sur les communautés et de cette disponibilité en eau. Et notre question là maintenant, ça va être quel va être l'impact avec le retrait glaciaire. Donc pour conclure, on s'attend avec la réduction du volume du glacier à une altération du débit d'eau glaciaire, avec une réduction jusqu'à la perte du glacier. Et on s'attend à ce que ça va entraîner une homogénéisation environnementale à l'échelle du bassin versant, plutôt que d'avoir toute une mosaïque d'habitats, on risque de se retrouver quand même avec des sections de rivières qui se ressemblent de plus en plus. Et ça, comment ça va jouer ou en quoi ça va affecter notre diversité aquatique? Alors si on se place sur une rivière glaciaire, on s'attend au départ à certainement une augmentation de richesse et de densité. Donc, par exemple, comme tout à l'heure, on avait une augmentation de cette densité en herbivores, mais potentiellement, à partir d'un certain seuil, il risque d'y avoir aussi des processus de compétition qui restent en jeu, et donc une possible diminution de la diversité locale. Maintenant, si on a l'échelle du bassin versant et qu'on regarde la diversité bêta, c'est-à-dire les différences de diversité entre tous nos sites, on s'attend à ce que ça diminue, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait une homogénéisation taxonomique, plutôt que d'avoir vraiment toute une mosaïque cette fois-ci de communautés, on se retrouve avec des communautés qui se ressemblent de plus en plus. Et ça, à l'échelle du bassin versant, si on regarde la diversité totale, ça devrait donc diminuer. On s'attend à avoir des extinctions ou des pertes d'espèces, notamment nos fameuses diamécinées. Et il y a Diamessa darzi, qui est un diptère qu'on retrouve vraiment très très proche du glacier. Et on a aussi comme exemple Retrogena delphinensis, qui est une éphémère. Celle-ci, on ne la retrouve pas très très proche du glacier, mais c'est une espèce rhéophile qui aime les habitats avec les vitesses assez élevées. Et en tout cas, dans notre étude avec les 66 sites, on l'a retrouvée que dans le bassin versant de l'Arvan et uniquement dans les rivières qui sont influencées par les rivières glaciaires. Et il se trouve que cette espèce, en réalité, on ne le retrouve que sur le massif des aiguilles d'arbres. Donc, celle-ci, elle risque d'être fortement affectée, voire disparaître avec la fonte des glaciers. Alors, bon, je finis pas vraiment sur une note positive, mais bon, c'est le sujet qui veut un peu et le moment. On va quand même garder en tête tous ces nouveaux écosystèmes, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, qui apparaissent avec la disparition des glaciers
et qu'il est assez urgent de étudier. Voilà, bah, merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Sophie pour cet exposé. Euh, eh bien, s'il y a effectivement des questions, il y a une question dans le chat de Luc qui dit je pensais que les glaciers fondaient d'autant plus vite au niveau des pôles qu'à nos latitudes. Sur une des premières diapos avec les points rouges en fonction des latitudes, ça a l'air d'être l'inverse. Donc une question sur la spatialisation de la perte des glaciers. Oui, alors j'ai pas mis les données que j'ai mis là sur avec mes points rouges, justement, ça date de 2013. Ça a un petit peu changé. Néanmoins, c'était en termes de vitesse, c'est plutôt finalement les Alpes et les zones tropicales qui sont les plus rapides. Des fois, il faut faire attention en fait entre quantité de glace et quantité de glace par mètre carré, parce que bah, effectivement, au niveau des pôles, on a des glaciers qui sont bien plus conséquents, quoi. Donc là, c'était D'accord. vraiment la perte par mètre carré. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors j'en Vous ai vu, souhaitez... mais elle s'est effacée, j'ai pas eu le Ouais. temps de lire. Alors, il y a une Je question de Samuel qui demande, est-ce que l'influence glaciaire à une station est quantifiée? Alors, peut-être... Oui, alors ça, c'est assez compliqué. La manière la plus simple de quantifier l'influence glaciaire, c'est par exemple de calculer géographiquement le pourcentage du glacier dans le bassin versant. Le problème, c'est que c'est pas forcément relié de manière linéaire aux conditions aussi bien hydrologiques que physico-chimiques au niveau d'une station. Et parfois, si on se retrouve devant un tout petit glacier ou la mer de glace, on a beau être à 10 mètres du glacier, et ben, on n'aura pas exactement les influences glaciaires. Donc c'est assez compliqué en fait. On a plusieurs manières de caractériser. Il y a ce pourcentage du glacier dans le bassin versant. Il y a Île des Castéas qui ont fait un papier où ils ont caractérisé l'influence glaciaire avec des valeurs de température, conductivité, stabilité de la rivière et turbidité. Il y en a d'autres qui l'ont, moi par exemple, qui ont caractérisé en fonction de la variabilité du débit à l'échelle journalière. Donc il y a plusieurs petits indices, ils ont tous leurs effets, enfin leurs contraintes et leurs avantages, mais voilà, c'est ce que je peux répondre de mieux là. Merci. Est-ce que est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez aussi les poser à l'oral, hein, en allumant votre micro si vous le souhaitez. Non, moi j'avais éventuellement une question sur la perception du retrait glaciaire par les habitants des vallées alpines, puisque tu montrais qu'il y a évidemment transitoirement, uniquement transitoirement, mais qui a une phase d'augmentation des débits des rivières. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir la ressource en eau euh, comme transitoirement plus importante et d'avoir la tentation d'augmenter les prélèvements en eau? Alors, selon les zones, effectivement, la contribution en eau glaciaire, elle est vraiment importante euh, pour les habitants. Par exemple, à La Paz, en Bolivie, il me semble que pendant la saison sèche, je ne sais plus si ça monte à 10% ou à 20% de l'eau de la ville qui vient de la fonte des glaciers. Donc, c'est effectivement un point important. Et il y a d'une part cet aspect disponibilité en eau, et il y a aussi bah, tout l'emblème en fait des glaciers. Par exemple, au Venezuela, il ne reste plus qu'un seul glacier et il lui reste certainement moins de 5 ans. En Colombie, il reste moins de 10 glaciers et pareil, ils sont vraiment en train de fondre et ça fait partie d'un des symboles de
la population de là-bas, que ce soit aussi bien touristique qu'un peu plus culturel. Donc, on est en train d'étudier ça, justement. On est en train de s'intéresser à quelle va être la perception des gens en fonction des différentes zones sur cette disparition des glaciers. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas d'autres, Si, moi, Laurent. Du coup, on peut ouais, s'attendre à une remontée des écosystèmes en fonction de l'altitude. Altitude ou latitude? Altitude? Altitude. Oui, Altitude, ouais. oui, 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 tout à fait. Et c'est d'ailleurs, alors il existe quelques études long terme euh, avec des mesures qui sont réalisées tous les ans aux influences glaciaires à différentes altitudes, justement. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une en Alaska, une dans les Pyrénées, et une dans les Alpes et une en Nouvelle-Zélande. Et effectivement, l'Alaska, c'est la chronique la plus longue, il me semble qu'il y a 30 ans, et ils ont commencé à observer comme ça des, une avancée vers le haut, comme ça, des espèces. Oui. D'accord. Merci. merci. Heu, D'ailleurs, tu parlais des chroniques à long terme en France, hem bah, ça souligne, la nécessité d'observation à très long terme. Est-ce que c'est quels écosystèmes glaciaires qui sont suivis, en France et hem, dans quel contexte pour avoir cette capacité d'observation à long terme? Parce qu'on sait tous que, bah, acquérir des données pendant 30 ans pour avoir des tendances à long terme, c'est pas super, super vendeur. Bah, néanmoins, c'est quand même vraiment indispensable, puisque Ouais. finalement, les manières d'étudier réellement quel va être l'effet de la perte du glacier, de la disparition du glacier, c'est soit en faisant ces petites manipulations de déviation de la rivière, ou soit en comparant justement bah, des rivières avec forte influence glaciaire, un peu moins, jusqu'à pas d'influence glaciaire, mais on n'arrivera jamais, même avec des modèles, à capter vraiment ce qui se passe. Donc c'est absolument important. Enfin, c'est exceptionnel que Alexander Milner, typiquement, il a réussi, c'est lui qui est à faire ses suivis long terme en Alaska pendant plus de 30 ans. Nous, on a commencé ici aussi à l'équipe à Riverly à faire le suivi du glacier de Sarenne que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est un glacier qui va bientôt disparaître. La chronique, elle date de 2017, donc bon, bah, elle est courte pour l'instant. Mais ce qui va être intéressant, c'est que le glacier a bientôt disparu. Donc là, on va vraiment mesurer ben, je pense encore 3-4 ans là, et ça nous fera finalement bah, 7 ans à voir comment la communauté d'invertébrés va évoluer avec les changements de conditions physico-chimiques et hydrologiques de l'eau. Et donc on a au niveau de Sarenne, et puis aussi on a commencé depuis 2017 et 2018 sous le glacier des Écrins, le glacier blanc dans les Écrins, et aussi les glaciers de Gébrola dans la Vanoise. Donc là, c'est aussi des études qui intéressent les parcs nationaux pour comprendre un peu mieux leur biodiversité et comment elles évoluent dans le temps. Mais oui, c'est très important, mais c'est pas évident de trouver des gens qui supportent ces initiatives. Ouais. Il y a une question de Baptiste. Au-delà des espèces, est-ce que l'on sait si certains traits biologiques ou écologiques sont plus résistants ou résilients que d'autres à ces changements? Ceux qui permettent de se déplacer plus facilement vers des zones refuges, par exemple? Euh, Au changement de perte d'influence glaciaire, c'est ça? Oui, Juste à l'influence glaciaire. Des traits qui permettent de supporter l'influence glaciaire ou des traits qui permettraient de supporter la perte d'influence glaciaire? j'ai l'impression que mais Baptiste, tu peux préciser? Puisque je vois que tu es là, tu peux peut-être préciser à l'oral, la question? Ah, Baptiste, non? Non, je pense que c'est la perte, Ah oui, la les perte. changements de retrait glaciaire, les changements liés au retrait glaciaire, je pense. Eh ben,
Alors, pour l'instant, on a déjà du mal à caractériser, très, très clairement les traits, pour les espèces qui sont, liées à l'influence glaciaire. Donc, bon, globalement, c'est des espèces qui sont dans des températures assez froides et globalement, on a trouvé que c'était des espèces qui étaient, capables de se disperser, assez rapidement. Après, on a quand même un lien entre enfin, une ressemblance de rivières glaciaires et rivières de fonte de neige. Donc, il y a une étude récemment qui a mis en évidence que, bah, en Amérique du Nord, finalement, parmi tout un panel d'invertébrés aquatiques qu'ils avaient étudié dans les montagnes, euh, la plupart devraient survivre en trouvant des zones de refuge dans les rivières de fonte de neige. Mais par exemple, ça ne va pas du tout être le cas en Amérique du Sud, en tout cas dans les zones tropicales, puisque là, on n'a absolument pas de couverture de neige euh, tout au long de l'année. Dès qu'il se met à neiger, au bout de 2 jours, il n'y a plus de neige. Donc ça risque de dépendre un petit peu des endroits. Et finalement, les espèces qui vont être capables de s'adapter, c'est celles qui sont ben, enfin, c'est un petit peu compliqué à répondre comme question parce qu'il y a plusieurs choses qui sont mélangées. Il y a vraiment le côté influence glaciaire, il y a le côté eau froide et il y a le côté variabilité du débit. Donc, je pense que j'ai donné deux, trois éléments. Je ne sais pas si tu veux complémenter dans ta question, Baptiste, ou tu es content avec cette réponse. Ouais, Baptiste te remercie, mais il n'a pas de micro, donc il ne peut pas te remercier de vive voix. Et puis, question d'Anne, d'Anne Clémence, qui dit que c'est très intéressant, ces observations. Et puis, peut-on en tirer des enseignements en termes de levier d'action pour les gestionnaires des rivières et de ces espaces? Oui. Par exemple, euh, quand il sera question à l'échelle d'un bassin versant de capter de l'eau, on pourrait proposer typiquement un choix des rivières ou une date à laquelle le captage d'eau serait effectué pour limiter les effets. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être on peut prendre une dernière question. Je vois qu'il est moins 10, s'il y a encore des questions. Bah non. Donc, merci Sophie pour cette très jolie présentation. C'était super intéressant, super clair. Merci à toutes et tous d'avoir été présents à ce webinaire. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous pour la suite de la semaine de l'eau. Et puis, on vous donne également rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire de la FR Bio-Envis. Et eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne suite de journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir.